ou je la fais sur le respect. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous allons bien entendu revenir sur le projet de loi sur la transition énergétique dans 24 heures Sénat. Le journal, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Transition énergétique et croissance verte toujours au menu des sénateurs. L'examen du texte de Ségolène Royal se poursuit. Les dispositions concernant l'isolation thermique des bâtiments ont été abordées aujourd'hui. On retrouvera Faustine Saint-Geniès en direct de l'hémicycle dans un instant. Un accord de cessez-le-feu en Ukraine après une longue nuit de négociations grâce à la médiation du couple franco-allemand. Cet accord peut-il garantir un succès durable de la paix? Analyse et débat dans ce journal. Autoroute, un magot très convoité, c'est un documentaire inédit à voir en ce moment sur Public Sénat. On accueillera Cécile Sixou, notre journaliste, à l'origine de ce documentaire. Elle nous dira pourquoi les sénateurs en sont venus à se prononcer pour un rachat partiel des concessions. Son examen a été réclamé depuis longtemps après son adoption par l'Assemblée nationale en décembre 2013. La proposition de loi pénalisant les clients de prostituées sera finalement examinée au Sénat fin mars. Les explications de Quentin Calmy. Juillet dernier, image rarissime, des Femen interrompent les questions d'actualité au gouvernement. Il y a quelques jours encore, et comme à chaque fois que le débat ressurgit, des rassemblements sont organisés à proximité du Sénat. La rapporteure se réjouit que le texte soit enfin inscrit à l'ordre du jour. Il y a eu une impatience de la part des associations et des structures qui s'occupent des personnes prostituées à ce que le Sénat délibère. Ce qui fait débat et ce qui a fait clivage, c'est la pénalisation du client simplement. Donc parlons-en tranquillement. Cette question est au centre des débats. Faut-il pénaliser les clients des prostituées comme c'est déjà le cas dans quelques pays comme la Suède ? Je suis pour la pénalisation du client parce que je crois que, au-delà de la sanction qui va être modeste, il faut le reconnaître, il nous faut poser dans la société un interdit. Acheter, louer les services d'un corps humain n'est pas acceptable. Chaque groupe politique est divisé sur le sujet. Chaque sénateur a sa propre opinion. Je suis une femme pragmatique, vous allez les pénaliser, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites avec les prostituées? Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont où, les personnes prostituées? Elles n'ont pas de boulot, il n'y a pas assez d'argent pour les former, pour les réinsérer. Qu'est-ce qu'elles font? Le débat s'annonce donc passionné, comme pour tous les débats de société au Parlement. Quand on parle de la fin de vie, par exemple, quand on a parlé donc de la légalisation du cannabis, quand on parle de problèmes de société, comme le mariage homosexuel, ça traverse l'opinion publique et ce ne sont plus des groupes politiques qui se manifestent. Ce sont des individus en fonction de leur parcours de vie, de leur appartenance philosophique, religieuse. En séance les 30 et 31 mars, la discussion sera scrutée de très près par tous les camps. Et on a posé la question à notre partenaire l'Obs.com. Faut-il pénaliser les clients des prostituées? Les internautes ont répondu oui à 60%, non à 35% sur 248 votants. Et autre temps fort de l'actualité du Sénat, la suite de l'examen du projet de loi sur la transition énergétique. Après avoir refusé hier de se fixer 2025 comme objectif pour réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique, les sénateurs ont abordé aujourd'hui l'isolation thermique des bâtiments. On va tout de suite retrouver Faustine Saint-Geniès en duplex de la tribune de presse de l'hémicycle. Bonsoir Faustine, dans quelle ambiance se déroulent en ce moment même les débats? Alors c'est une ambiance très sereine, assez feutrée, mais attention. Sénat, il faut se méfier de l'eau qui dort. Vous l'avez dit, hier, les sénateurs ont refusé de fixer à 2025 le cap pour baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique. Et aujourd'hui, patatras, Manuel Valls, le Premier ministre, a redit cette date de 2025. Il a fixé ce cap. Ici, j'en discutais avec certains sénateurs de la majorité, c'est un peu vécu comme peu importe ce que dit le Sénat. De toute façon, le gouvernement pourra remettre sa feuille de route. Il aura le dernier mot grâce à l'Assemblée nationale. L'attitude même de Ségolène Royal a un
un peu changé dans l'hémicycle. Elle est beaucoup plus calme, beaucoup moins pugnace qu'hier. Peut-être est-ce un simple coup de fatigue, mais c'est un signe qui a pu être observé par certains. Les sénateurs de la majorité ici sont bien décidés à donner tort au gouvernement, à montrer que non, ils ne sont pas passéistes, que oui, ils ont conscience du réchauffement climatique et que oui, ils peuvent même améliorer la copie du gouvernement. Ça passe par des débats avec une recherche de compromis, comme on a pu le voir aujourd'hui dans l'hémicycle, et ça passe aussi par l'adoption d'amendements des écologistes, ce qui est quand même une preuve dans ce sens. Les sénateurs de la majorité veulent montrer que non, le Sénat ne sert pas à rien sur ce type de texte et que même s'il n'est pas d'accord à 100% avec le gouvernement, il peut apporter sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup Faustine. Et puis lors des questions d'actualité cet après-midi au Sénat, Manuel Valls s'est opposé au financement de l'islam de France par, je cite, un certain nombre de pays étrangers. Le Premier ministre souhaite un modèle d'islam totalement intégré, compatible avec les valeurs de la République. Il répondait à la question de la sénatrice écologiste Esther Benbassa. On l'écoute. C'est un défi considérable de faire la démonstration que dans notre pays ou en Europe, oui, l'islam est fondamentalement compatible avec les valeurs de la République que je viens de rappeler. Ce qui veut dire qu'il faudra poser toutes les questions. Comment accepter, par exemple, que l'islam de France reçoive des financements d'un certain nombre de pays étrangers, quels qu'ils soient? C'est une première question qui doit être posée. Et si on la pose, eh bien, ça veut dire qu'il faut prendre un certain nombre de mesures pour demain empêcher ces financements, notamment quand ils confortent un certain nombre de comportements. Il faut donc mettre tous les sujets sur la table, celui du financement des lieux de culte et des activités liées au culte, celui des dérives radicales, celui de la sécurité et de la sérénité auxquelles les musulmans de France ont droit comme tous les citoyens. Nous vous parlions hier du rapport de la Cour des comptes. Eh bien, il a été présenté officiellement ce matin aux sénateurs en séance publique. Vous le voyez sur ces images par Didier Migaud, le président de la Cour des comptes. C'est une décision rare. Le Conseil constitutionnel a annoncé avoir inversé le résultat des élections sénatoriales de septembre 2014 dans le département du Vaucluse. Du coup, l'UMP Alain Dufaux retrouve son siège au détriment de la socialiste Geneviève Jean. En bref, le tribunal correctionnel de Metz a condamné François Grosdidier, sénateur UMP de la Moselle, à 6 000 € d'amende, dont 2 000 avec sursis pour détournement de biens publics, tout en le relaxant des principaux chefs d'accusation. Pour rappel, il a été condamné pour avoir utilisé un véhicule de fonction de sa mairie de Voipy pour se rendre à Paris. Et on va retrouver tout de suite Nora Hamadi en direct du Conseil européen. Je le disais dans ces titres, Nora, un accord a été trouvé sur un cessez-le-feu en Ukraine. Vous avez suivi pour nous les débats aujourd'hui. Que s'est-il dit, Nora ? Eh bien, effectivement, vous vous en souvenez, à la base, ce Conseil européen devait être basé sur la question du terrorisme. C'est complètement passé au second plan. La négociation donc d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie était l'urgence absolue. Angela Merkel et François Hollande étaient donc hier à Minsk et ont réussi, au bout de 16 heures d'une négociation marathon, à arracher en fait ce cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui devra intervenir dans la nuit de samedi à dimanche à minuit. Un accord donc qui a été globalement salué, pas ici par les dirigeants européens, mais des dirigeants qui restent globalement assez sceptiques sur sa viabilité. Clairement, c'est un pas dans la bonne direction, mais cela ne réglera pas tout, a déclaré Federica Mogherini, qui est la chef de la diplomatie européenne. Et il y a quelques minutes, c'est le président Petro Poroshenko lui-même qui est présent ici, en fait, à Bruxelles, au Conseil, qui faisait part de son scepticisme. Nous ne nous attendons pas à une mise en œuvre facile du processus. Nous devons maintenir la pression pour que ce cessez-le-feu soit respecté. Je fais confiance aux dirigeants européens, mais moins aux dirigeants russes. Pendant ce temps, vous le savez, à l'est de l'Ukraine, les combats continuaient entre séparatistes et armées ukrainiennes. Donc nous verrons ce samedi ce qui adviendra de ce cessez-le-feu qui paraît bien fragile. Et Nora, autre temps fort de l'actualité de ce Conseil européen, c'est aussi la présence pour la première fois du nouveau Premier ministre grec, Alexis Tsipras. Effectivement, on attendait cette rencontre au sommet entre Angela Merkel, la chancelière allemande, et Alexis Tsipras, tout nouveau Premier ministre grec, leader de Syriza, la gauche radicale. Cette rencontre a bien eu lieu. J'imagine que vous voyez les images en ce moment. Une rencontre qui s'est avérée plutôt
plutôt froide. On saura dans quelques heures ce qu'il adviendra de cette rencontre en fait entre Angela Merkel et Alexis Tsipras. Tout ce qu'on sait, c'est que là, il faut vraiment trouver une solution puisque le Conseil de la zone euro qui s'est tenu hier a été un véritable fiasco. Un accord était presque mis en place, presque acté. Wolfgang Schäuble, le ministre de l'économie allemande, avait même pris un avion pour repartir sur Berlin quand le ministre de l'économie grec, cette fois, a appelé Athènes. Athènes lui a dit stop, on arrête tout. Donc aujourd'hui, on se retrouve lors de ce conseil dans une situation de blocage complet. On le voit clairement, il y a une forme de ras-le-bol de la plupart des dirigeants européens, à l'image de Monsieur Stubb, qui est Premier ministre finlandais, qui disait encore il y a quelques minutes, nous commençons à être à bout de notre patience avec les Grecs, le pays doit tenir ses engagements. C'est un discours qu'on trouve beaucoup chez les dirigeants européens. Il faut dire que la Grèce a été un petit peu loin selon certains et que la priorité, comme vous avez pu le voir, était plutôt à l'Ukraine sur ces dernières heures. Donc une réunion technique est prévue demain avec l'Eurogroupe, la BCE, donc la Banque Centrale Européenne et le FMI, et une réunion de la plus haute importance puisque on doit éviter le plus vite possible le Grexit, cette sortie potentielle de la zone euro pour la Grèce. Merci beaucoup Nora pour toutes ces explications. Alors on vient de l'entendre, cet accord de cessez-le-feu inquiète en partie déjà les dirigeants européens. Retour sur une longue nuit de négociations avec Mounir Soussi. 17 heures de négociations pour arracher un cessez-le-feu. À Minsk, après une nuit tendue, Vladimir Poutine s'est engagé à œuvrer pour un cessez-le-feu qui doit prendre effet dans la nuit de samedi à dimanche. Le texte signé place l'Ukraine devant le fait accompli d'une perte de souveraineté territoriale, mais il permet d'éviter une escalade. Le couple franco-allemand se félicite de son rôle, mais reste prudent sur la future application de l'accord. Je veux surtout souligner ce qu'a été le rôle de la chancelière et la complémentarité de la France et de l'Allemagne dans ce processus, qui permet à l'Europe d'être pleinement également engagée. Dans la foulée, François Hollande et Angela Merkel se sont rendus à Bruxelles pour un sommet européen. Ils attendent de voir comment la situation évolue sur le terrain. C'est une lueur d'espoir, ni plus ni moins. Nous essayons de nous en servir, mais il est important à présent que les actions suivent les mots. Une journée positive pour l'action de l'UE sur la scène diplomatique et pour soutenir l'Ukraine, le FMI envoie un signal à Moscou en envisageant d'accorder un prêt de 15 milliards d'euros à Kiev. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat pour revenir sur cet accord de cessez-le-feu avec nos invités ce soir. Nathalie Pasternak, bonsoir madame. Vous êtes présidente du comité représentatif des Ukrainiens en France. Merci d'être sur ce plateau. Avec nous également Hervé Maurey, sénateur UDI-UC de l'Eure. Vous êtes président de la commission du développement durable ici au Sénat, mais également le président du groupe d'amitié France-Ukraine. Merci d'être en notre compagnie. Nathalie Pasternak, comment la communauté ukrainienne a-t-elle accueilli cet accord de cessez-le-feu ? Avec beaucoup de questions effectivement en suspens. D'abord, quels étaient les éléments nouveaux par rapport à l'accord de Minsk du 5 septembre et puis surtout des négociations qu'on avait annoncées sur un format 5 heures qui ont duré pratiquement 17 heures. Donc on peut supposer que cet accord a été assez difficile à mettre en place et en tout cas l'entente entre les belligérants a été sans doute très, très compliqué. Maintenant, on attend de voir effectivement sur le terrain ce que ça va donner et on est très impatient de voir et les troupes belligérantes rentrer chez elles, les armes lourdes, comme on l'a annoncé, quitter le territoire de l'Ukraine et puis le cessez-le-feu avant tout dès ce samedi. Hervé Maurey, effectivement, est-ce qu'il faut se féliciter de cet accord? On sait que tout l'enjeu, comme vient de le dire Nathalie Pasternak, eh bien c'est ce respect du cessez-le-feu sur le terrain. Écoutez, je serais tenté de reprendre l'expression de Mme Merkel, c'est une lueur d'espoir. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la conclusion de cet accord, ça aurait été évidemment terrible et tragique. Là, il y a un accord dont chacun mesure bien la fragilité, c'est-à-dire le fait de savoir s'il va vraiment être respecté par les belligérants et surtout par les Russes, mais ça offre quand même un petit espoir. Et moi, je me réjouis à la fois de ce signe d'espoir.
Je me réjouis que la France ait joué un rôle dans la signature de cet accord, parce qu'il y a eu toute une période où j'ai dénoncé le fait que la France était très en retrait, que c'était surtout l'Allemagne qui était au premier rang. Là, il y a un vrai rôle joué par la France dans le cadre du couple franco-allemand, et je crois que ça c'est positif. Et j'en profite pour demander à nouveau, comme je l'ai fait il y a une dizaine de jours lors du débat préalable au Conseil européen, que la France ratifie l'accord d'association qui a été signé entre l'Ukraine et l'Europe au mois de juin, et que la France n'a pas encore signé. Je crois que c'est important, là aussi, en termes de signal envoyé aux Ukrainiens qui veulent vraiment se rapprocher de l'Europe, qui veulent vraiment compter sur l'Europe. Il y a eu cet accord d'association signé au mois de juin, et je ne comprends pas que le gouvernement français n'ait toujours pas engagé la ratification de cet accord. Est-ce que vous êtes rassuré de voir la France à nouveau sur le devant de la scène européenne et internationale pour s'occuper du sort de l'Ukraine, Nathalie Pasternak? C'est primordial. Et puis ce couple franco-allemand, finalement, est un signe fort. Il y a 70 ans, qui aurait pu miser sur ce couple négociant une paix en Europe, parce que c'était ça l'enjeu de cette rencontre à Minsk. Ça prouve que quand on sait se parler, s'écouter et se respecter, on peut arriver effectivement à des négociations qui sont très concrètes, et que Mme Merkel et M. Hollande aient été jusqu'à Minsk et étaient présents aussi longtemps. Et aujourd'hui aussi, un des points qui me semble important dans l'accord, c'est cette volonté de suivre la mise en place effective de tous les points de cet accord, avec des réunions qui sont prévues et des rencontres régulières pour voir l'état d'avancement de cet accord. Donc ça aussi, c'est très important. Mais Hervé Maurey, peut-on faire confiance à Vladimir Poutine pour respecter cet accord? On sait que le premier accord de Minsk n'a pas été respecté et qu'il y a un millier de personnes qui sont mortes depuis ce premier cessez-le-feu, le dernier cessez-le-feu. Écoutez, je veux espérer qu'on puisse faire confiance à Vladimir Poutine. L'avenir le dira. Là où on peut peut-être être un tout petit peu plus optimiste quant au respect de cet accord par rapport à celui de septembre dernier, c'est qu'on est dans un accord plus global. Il y a, on l'a entendu, éventuellement un volet économique avec une aide du FMI. Il y a aussi un volet politique avec une éventuelle évolution de la constitution ukrainienne pour que les minorités russes soient peut-être mieux prises en compte en Ukraine. Tout ça peut permettre un règlement global des choses. Mais le point de départ, c'est déjà l'aspect militaire, c'est-à-dire que conformément aux accords signés, il y ait un retrait des troupes présentes et il y ait vraiment cette zone sécurisée qui soit mise en place, et ce retrait des armes. Ça, c'est le premier point. Et, j'allais dire, on va très vite voir, puisque c'est dans les 48 heures, on va très vite voir ce qui se passe et s'il y a respect de ce premier point de l'accord, et qui est un point tout à fait déterminant et essentiel. Il faut rester prudent, Nathalie Pasternak. On est très prudent dans la mesure où on sait qu'il y a des manœuvres russes qui ont lieu actuellement à la frontière ukrainienne, que Poutine prépare le 14e convoi humanitaire. Alors, on a inventé dans la communauté ukrainienne, en tout cas ça a été lancé par un de nos amis français, un munitionnaire. Donc on ne parle plus de convoi humanitaire, mais de convoi munitionnaire, puisqu'on sait aujourd'hui que depuis le 22 août 2014, ces convois servent à alimenter en armes et en munitions et en soldats aussi les terroristes présents sur les territoires occupés. Et puis Poutine, qui aujourd'hui, il vient de passer la nuit avec Angela Merkel et Hollande, et François Hollande, pour trouver un accord de paix, et en même temps il demande aux soldats qui tiennent la ville de Debaltseve, qui est un point stratégique, de déposer les armes. Ça veut dire que de fait, il récupère déjà une autre partie des territoires. Donc en même temps, il y a cet accord qui dit on se retire, et dans le même temps, la parole ne suit pas, en fait. On peut être inquiet alors pour l'intégralité territoriale de l'Ukraine ce soir, Hervé Maurey? Écoutez, je crois qu'il faut rester dans la lueur d'espoir que j'évoquais tout à l'heure. On verra très rapidement, comme je l'indiquais, dans les 48 heures, si vraiment il y a un respect de l'aspect territorial des choses. Mais c'est vrai que les Ukrainiens ont dès aujourd'hui souligné qu'il y avait des mouvements russes qui laissaient à penser qu'on n'allait pas vers cette voie. Et j'observe que ce matin, tout le monde était dans l'optimisme et l'euphorie la plus totale. Et puis au fur et à mesure des heures, et quelques heures seulement après la signature de cet accord, on est déjà très, très dubitatif, pour ne pas dire très inquiet. Donc attendons 48 heures. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être décider de nouvelles sanctions contre la Russie assorties à cet accord, Nathalie Pasternak? Je pense que là, ça aurait été dans l'escalade. Enfin, c'était
c'était pas compatible avec l'idée de cette rencontre à Minsk. Angela Merkel et François Hollande ont voulu laisser là encore la possibilité à Poutine de montrer qu'il était finalement dans un état d'esprit de conciliation et de dialogue. Tout de suite parler des sanctions, non, je pense qu'effectivement ça aurait sans doute été une erreur. En tout cas, laissons peut-être. Alors, j'espère juste que des populations civiles et des soldats ukrainiens ne se feront pas tuer pendant ces 48 heures à venir, et que bien sûr on verra au plus vite l'arrêt des tirs. Rappelons que la veille de Minsk, à Kramatorsk, le QG de l'armée ukrainienne a été visé par les terroristes, par des missiles. Donc il y avait quand même, voilà. Enfin, je suis d'accord avec le président pour un espoir, et les Ukrainiens comptent beaucoup. Évidemment sur un règlement pacifique de ce conflit, mais l'expérience ukrainienne fait qu'ils sont dans un doute assez profond. 48 heures de turbulence, Hervé Maurey. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être décider de nouvelles sanctions dès aujourd'hui à l'encontre de la Russie avant lundi peut-être? Décider de nouvelles sanctions le jour même où on signe un accord de cessez-le-feu n'aurait pas eu de sens. Si demain, ce que je ne souhaite pas, on s'aperçoit qu'on a été dupé par M. Poutine, là il faudra vraiment se poser la question. Je trouve que dans cet accord, si on le respecte, on arrive à une situation qui peut être tout à fait équilibrée, puisque l'Ukraine retrouverait son territoire et la gestion de son territoire, et en même temps, il y aurait des assurances pour que les Russes n'aient pas ce qu'ils redoutent le plus, d'après ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire le fait que l'Ukraine puisse intégrer l'OTAN, et le fait qu'il y aurait à l'est du pays une modification de la Constitution qui permettrait aux provinces de l'Est d'avoir une certaine, non pas autonomie, c'est pas le terme qui a été retenu et je m'en réjouis, mais un petit peu plus de pouvoir. Bon, sur le papier, tout ça semble équilibré et fonctionner. Maintenant, encore une fois, est-ce que le papier va être respecté ou ça va être, comme certains l'ont dit en d'autres temps, un chiffon de papier? Alors, quant à la intégrité du territoire, tout de même, on a une grande oubliée qui est la Crimée, et qui était un territoire ukrainien. Alors bon, peut-être que cette question sera de nouveau d'actualité dans les mois à venir. Comment expliquez-vous que cette question n'ait pas été abordée? C'est beaucoup trop sensible. Je pense que c'était trop gros, le dossier était trop gros à gérer. Là, aujourd'hui, il y a urgence à un cessez-le-feu dans les territoires de l'Est du Donbass. Rappelons-le encore une fois, ce n'est pas tout l'Est de l'Ukraine, ce n'est pas non plus tout le Donbass, mais une partie des territoires du Donbass qui est occupée. Et il y a eu déjà beaucoup trop de morts des deux côtés. N'oublions pas non plus les soldats russes, finalement, et moi je pense régulièrement à cette association des mères des soldats russes qui réclament simplement les corps de leur fils ou de leur mari, restant sans réponse de la part des autorités russes et de M. Poutine, qui prétend qu'il n'est pas partie prenante dans ce conflit. Or, on le sait, il y a bien des soldats russes sur le territoire ukrainien et même des officiers russes qui se sont égarés, entre guillemets, à plus de 100 km de la frontière. C'est effectivement une difficulté, c'est que M. Poutine nie les faits. Il nie le fait qu'il y ait des soldats russes qui aient pénétré en Ukraine. On ne sait pas exactement ce qu'il veut. Il ne le dit pas. Il dit qu'il ne veut pas d'extension de la Russie sur l'Ukraine. Les faits montrent l'inverse. Donc tout ça est très compliqué. Et j'observe qu'il y a une espèce de lobby russe en France qui tend à démontrer que les Ukrainiens seraient presque les agresseurs. Moi, j'étais très étonné et très choqué d'entendre quelqu'un ce matin sur une autre chaîne que la vôtre dire que finalement l'Ukraine c'est un peu l'Alsace-Lorraine de la Russie. Enfin, de qui se moque-t-on? L'Ukraine est un État indépendant, c'est une nation et ça n'est pas un territoire qu'on a arraché à un moment donné à la Russie. Donc je crois qu'il faut vraiment bien repositionner les choses et bien rappeler effectivement que l'Ukraine est un État indépendant, que c'est une nation qui a le droit à l'intégrité de son territoire et qui subit depuis maintenant plusieurs mois une attaque et une ingérence d'un pays voisin. Et ça, il faut bien le souligner, il faut le condamner sans aucune équivoque. Nathalie Pasternak, il fallait également que l'Union européenne reprenne la main sur ce dossier et ne pas laisser aussi ce conflit traité peut-être par les États-Unis. Ah oui, évidemment. Enfin, l'Ukraine est en Europe, donc c'est forcément l'Europe. Et pourquoi on en est arrivé là également? Rappelons-nous le Maïdan il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, les Ukrainiens, ces étudiants qui ont été les premiers à manifester,
pour la signature du contrat d'association, de l'accord d'association de Vilnius. C'était ça, c'était avoir accès à l'Europe. C'est pas tant l'Union européenne qui était visée que les valeurs occidentales, les valeurs européennes, et de sortir finalement du carcan post-soviétique. Et vous avez évoqué cette nation, cette grande nation ukrainienne. Rappelons que la période soviétique était en fait une période d'occupation russe de l'Ukraine. Et en aucun cas, l'Ukraine n'était la Russie, comme veut le faire croire M. Poutine, et utilise cet argument pour finalement étendre sa zone d'influence. Et aujourd'hui, les Ukrainiens ont montré, et par les élections présidentielles tout à fait légales et dans le respect même des règles internationales, et des élections présidentielles et des élections législatives, ils ont bien démontré vers quoi ils voulaient aller. Et aujourd'hui, l'Ukraine est un État suffisamment mature qui a choisi et qui est en droit de choisir ses partenaires. Au-delà de la décision ou du bon vouloir de M. Poutine. Il n'est pas question de changer cet état de fait. Rapidement pour conclure, c'est pour ça que c'est important, comme je le disais au début, que la France engage la ratification de cet accord d'association. Parce que, comme vous venez de le rappeler, c'est quand même le fait que l'ancien gouvernement ukrainien avait refusé de signer l'accord d'association à la fin de l'année 2013 qui a déclenché tout le mouvement que l'on a vécu, tous les événements qu'on a vécus en 2013-2014. Et toutes les élections qui ont eu lieu en 2014, élections présidentielles législatives, ont montré la volonté des Ukrainiens, non pas d'intégrer l'Union européenne, c'est pas ça dont il est question, mais de s'arrimer à l'Union européenne avec cet accord d'association. C'est très différent de l'intégration. Certains disent on ne veut pas de l'Ukraine dans l'Europe. C'est pas le sujet. Là, c'est un accord d'association. Il a enfin été signé et maintenant, il faut que la France le ratifie. C'est ce que j'ai demandé au gouvernement la semaine dernière. Merci Hervé Maurey, merci Nathalie Pasternak d'avoir été les invités de ce débat ce soir. 24h Sénat, tout de suite l'invité. Et mon invitée ce soir, Cécile Cixous, journaliste à Public Sénat et réalisatrice d'un documentaire que vous pouvez voir en ce moment sur notre antenne, Autoroute, un magot très convoité. On va tout de suite voir un extrait et on en reparle avec Cécile tout de suite. Il est 14h46 et le trafic est parfaitement fluide cet après-midi. Vous circulez très bien. L'État est en situation de force pour renégocier les contrats. Mais pas renégocier le contrat uniquement à partir de 2030, c'est pour renégocier le contrat tout de suite. Qu'on a un outil en situation de monopole dans les mains de privés, et cette rente, au lieu de bénéficier à l'État, en ces temps difficiles financièrement, c'eût été intéressant d'avoir cette rentrée dans les caisses de l'État. Nous avons investi beaucoup dans les sociétés d'autoroutes et nous continuons d'investir dans l'entretien, dans la maintenance, dans les extensions de réseau. Et nous concevons ce métier comme un métier d'entrepreneur. Nous avons mis en œuvre et proposé un certain nombre de préconisations fortes pour que l'État retrouve sa place dans les négociations et que l'État soit à la place qui est le sien. Bonsoir Cécile. Bonsoir Delphine. Alors racontez-nous comment le Sénat en est venu à s'intéresser à cette question des autoroutes. Eh bien Delphine, d'un côté, les caisses de l'État sont vides et le gouvernement vient de se priver d'une ressource avec l'abandon de l'écotaxe. De l'autre, on a les concessionnaires qui empochent, grâce au péage, beaucoup d'argent. Imaginez, sur 100 € de péage, près de 22 € iraient directement dans la poche des actionnaires des concessions autoroutières. Du coup, cet argent qui va directement dans la poche des actionnaires, les sénateurs préféraient le voir dans la caisse de l'État. Donc, ils vont chercher à savoir comment récupérer cet argent. Alors, vous avez suivi le groupe de travail qui s'est attaché à traiter cette question. Comment se sont passées les auditions ? Alors, les sénateurs ont travaillé vite, en 3 semaines, car ils voulaient faire des propositions avant la fin de l'année 2014. Ils ont travaillé à huis clos, car le sujet était un peu électrique. C'était impossible pour moi, d'ailleurs, d'assister aux auditions. En revanche, comme vous pourrez le voir dans mon documentaire,
hier, à la sortie, l'ambiance était un peu tendue. Les concessionnaires, notamment, étaient sur la défensive. Et au final, ils ont fait plusieurs propositions. Alors, l'une des plus fortes, c'est la proposition de racheter à l'essai une des concessions pour voir si, à terme, on peut racheter toutes les concessions autoroutières. Alors, depuis votre tournage, la situation a évolué ou en est-on, Cécile? Alors, actuellement, la situation est clairement bloquée. Ségolène Royal, d'un côté, a proposé le gel des tarifs qui devait augmenter le 1er février. Elle a aussi demandé aux parlementaires de réfléchir à une sortie de crise. De l'autre, on a les concessionnaires qui ont répondu en attaquant l'État. Eh bien, merci Cécile. Pour en savoir plus, je rappelle le titre de votre documentaire, Autoroute, un magot très convoité. C'est à voir dimanche sur notre antenne à 12h15 ou encore lundi 23 à partir de 13h30. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Demain, c'est Paul Bouffard pour une nouvelle édition de 24h Sénat. Très bonne soirée à tous.